Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Marteau de l'Ordovicien. Avez-vous déjà entendu parler d'un artefact OOP ou bien OOPART qui est l'abréviation en anglais de Out of Place Artifact, un terme utilisé pour désigner des objets anciens qui ne devraient pas être là ou bien qui sont hors contexte. Ces objets sont trouvés partout dans le monde et semblent trop avancés ou trop vieux pour être réels. Je ne dis pas que ces artefacts prouvent quoi que ce soit, mais je tiens à vous informer de ce qui existe sur Terre et à vous faire réfléchir. Par exemple, il existe un marteau vieux de 400 millions d'années qui a été découvert dans l'état de l'étoile solitaire, à savoir le Texas, aux États-Unis. L'histoire raconte que pour que ce marteau soit aussi vieux, il a dû être fabriqué pendant la période de l'Ordovicien, au cours de laquelle la vie marine commençait à peine à se développer sur Terre. Plus tard, au cours de cette période, sur la terre ferme, les premières plantes ont évolué, de même que la première vague d'arthropodes ou d'insectes terrestres. Il faudra attendre encore une centaine de millions d'années pour que les mammifères se développent. Mais comment se fait-il qu'un marteau remonte à plus de 400 millions d'années? Mais d'abord, il nous faut un tout petit peu plus de contexte. L'outil ancien a été découvert en 1934 dans la ville de London, au Texas. Il était en quelque sorte incrusté ou encastré dans un rocher, tout comme la légendaire Excalibur de l'histoire du roi Arthur. Et le marteau a été analysé par des scientifiques, des chercheurs du Metallurgical Institute of Columbia. Ils ont découvert que la tête de l'outil avait été fabriquée avec un niveau de pureté du fer que seules des technologies modernes permettent d'atteindre. La tête du marteau est composée de 1% de soufre, 2% de chlore et 97% de fer pur. Le fer utilisé pour fabriquer cet objet a été traité de manière à le rendre plus solide et plus pur, un processus de métallurgie digne du XXe siècle. Et en poursuivant les analyses de l'outil, les scientifiques ont découvert des anomalies dans la pierre entourant la tête. La pierre semblait avoir fusionné avec une sorte de gaine recouvrant le marteau. Et selon les géologues, ce processus de pétrification prend des milliers, voire des millions d'années. Et comme cet artefact présente des signes de pétrification, plusieurs théories ont vu le jour concernant les origines du marteau. Et comme on pourrait s'en douter, plusieurs théories, des plus conservatrices aux plus farfelues, ont vu le jour. Certains ont suggéré une ancienne civilisation humaine avancée pour rejoindre les théories antédiluviennes. Certains ont même suggéré que le fer utilisé pour fabriquer l'outil pourrait provenir d'une météorite. Mais les chercheurs ne croient pas cette possibilité étant donné la composition de l'artefact. D'autres chercheurs ont noté, et de façon très pertinente, que le marteau est stylistiquement cohérent avec les outils américains typiques fabriqués dans la région à la fin des années 1800. Sa conception correspond à celui d'un marteau de mineur. Et comme la tête du marteau a été trouvée à l'intérieur de la roche, les chercheurs pensent qu'elle a été incrustée dans la pierre dans des conditions atmosphériques différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. En d'autres termes, ils pensent que le processus d'incrustation s'est déroulé dans des conditions plus proches de celles d'un passé lointain. Mais pourquoi ce marteau est-il si célèbre? Le créationniste Carl Baugh affirmait que cet artefact était une découverte monumentale datant d'avant le déluge. Il a fait passer le mot et l'artefact a commencé à attirer énormément d'attention. D'ailleurs, le marteau se trouve dans son propre musée qu'il appelle Musée des preuves de la création, mais il refuse que quiconque s'approche de l'artefact. Il n'a pas été daté au carbone, ce qui pourrait être un indicateur non négligeable des intentions du personnage. Et une explication plausible pour la roche contenant l'artefact est que les minéraux très solubles du calcaire ancien ont pu former une concrétion autour de l'objet, selon un processus commun qui crée souvent des incrustations similaires autour de fossiles et d'autres noyaux. Et si vous passez par le Texas et que vous voulez voir le marteau de London comme il est appelé, il est exposé au Creation Evidence Museum de Carl Baugh, qui vend d'ailleurs des répliques aux visiteurs. Les artefacts Quimbaya. Depuis le début de l'histoire, l'homme est fasciné par l'or. Les Mayas, les Aztèques et de nombreuses autres civilisations anciennes vénéraient ce métal brillant et l'utilisaient pour faire briller des bâtiments et des objets ordinaires. Et la culture Quimbaya n'était pas si différente, même si vous n'avez probablement jamais entendu parler d'elle auparavant. Mais changeons cela. La culture Quimbaya, qui s'étend de l'an 300 à 1550 en Amérique du Sud, est réputée pour son travail complexe de l'or et du métal. La plupart des pièces d'or sont fabriquées à partir d'un alliage riche en cuivre appelé tumbaga, semblable à ceux décrits par Platon dans ses dialogues sur l'Atlantide.
Et parmi ces trésors, on trouve deux dispositifs aérodynamiques qui ressemblent plus à des avions modernes qu'à n'importe quel insecte connu. Ces anciens appareils sont considérés comme la preuve que les Kimbaya savaient faire voler des choses. Et en 1994, des répliques de ces artefacts dorés ont été construites et testées avec des résultats très surprenants. Les modèles anciens étaient tout simplement capables de voler sans modification moderne, à part l'ajout de moteurs bien sûr. Le projet a été baptisé Kimbaya RC Project et bien entendu, cette découverte a suscité des débats parmi les chercheurs modernes et certains affirment qu'en raison du manque de matériaux de construction et de moteurs, il aurait été impossible pour les Kimbaya de construire des machines volantes. Cependant, certains suggèrent que les connaissances des Kimbaya en matière de vol ont été influencées par des civilisations extérieures. Ces théories étaient étayées par des comportements remarquables observés dans certaines cultures éloignées lorsqu'elles reçoivent pour la première fois la visite d'une technologie moderne. Par exemple, on a documenté que des tribus isolées ont manifesté des changements notables de leurs croyances religieuses lorsqu'elles ont vu un avion pour la toute première fois. Et de ce point de vue, il est tout à fait possible que les Kimbaya aient été influencés par une civilisation extérieure à la leur. Les avions dorés pourraient être la preuve de cette influence, mais ils peuvent aussi représenter une espèce d'insecte aujourd'hui disparue. Et la pratique des Kimbaya, consistant à enterrer les objets en or avec les morts, indique que ces œuvres d'art étaient essentielles à la prospérité dans l'au-delà. Les Kimbaya créaient des œuvres d'art basées sur des objets et des personnes réelles, ce qui suggère que leur création en or reflétait soit un changement de croyance, soit un élément figuratif qui a aujourd'hui disparu. Et certains sont même allés jusqu'à établir des liens avec les lignes de Nazca. Mais quoi qu'il en soit, les objets Kimbaya restent un mystère fascinant. Mais la question de savoir s'ils ont été influencés par une civilisation extérieure ou s'il s'agit simplement d'une coïncidence artistique reste à prouver. Moi perso, ça me rappelle cet engin et ceux qui l'ont reconnu, manifestez-vous en commentaire. La tête en pierre du Guatemala. Il y a plus d'un demi-siècle, dans les jungles denses du Guatemala, une tête de pierre colossale a émergé de la terre. Ses traits étaient frappants, ils étaient finement ciselés, avec des lèvres minces et un grand nez ressemblant quelque peu à ceux d'une tête colossale olmèque. La particularité de cette tête est qu'elle ne correspond au profil d'aucune race préhispanique d'Amérique. Et la découverte a fait sensation, mais aussi vite qu'elle est apparue, elle est tombée dans l'oubli. L'histoire a commencé lorsque le docteur Oscar Rafael Padilla Lara, philosophe, avocat et notaire, a reçu une photographie de la tête en 1987. L'image avait été prise dans les années 50 par le propriétaire d'un terrain où la tête a été trouvée. Et quelque part, au fin fond de la jungle guatémaltèque, la photographie et le récit ont été publiés dans Ancient Skies, la newsletter qui a attiré l'attention du célèbre explorateur et auteur David Hatcher Childress. Intrigué, il a cherché à en savoir plus auprès du docteur Padilla. Et le docteur Padilla a révélé que la famille Biener possédait autrefois le site où le monolithe a été découvert. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé, la tête de pierre avait été détruite. Mais que s'est-il passé? La statue a été détruite il y a plus de 10 ans par des révolutionnaires et malheureusement, au moment où il l'a trouvée, elle était devenue la cible de rebelles anti-gouvernementaux. Le vandalisme a été catastrophique, rappelant le sphinx d'Égypte dont le nez a été abattu par des Turcs supposément. Mais dans ce cas précis, les dégâts sont bien plus graves. Selon le docteur Padilla, les yeux, le nez et la bouche de la statue avaient disparu, et la tête elle-même était gravement endommagée. Mais malgré le mauvais état dans lequel il l'a retrouvée, le docteur Padilla a estimé que la statue mesurait entre 4 et 5 mètres de haut. Et la plupart des gens mesurant entre 1,50 m et 1,80 m, la statue serait donc haute comme 3 personnes. Et il ne s'agit là que de ce qui se trouve à la surface. Tout le monde a entendu parler des statues de l'île de Pâques, mais saviez-vous qu'en dessous de ce qui est visible à la surface, les statues ont des bustes? Regardez-moi ces choses. Leur corps double pratiquement la hauteur des monuments. Et si c'est le cas pour les statues de l'île de Pâques, on peut peut-être en dire autant de la tête de pierre du Guatemala. Mais tant que personne ne mènera d'enquête plus approfondie, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. En effet, la tête de pierre a été détruite par des conflits armés entre les forces gouvernementales et les factions rebelles, et Padilla n'est pas retourné sur le site. La destruction de la tête a fait tomber l'histoire dans l'oubli
jusqu'à ce qu'il y a quelques années, les réalisateurs du documentaire Révélation des Mayas 2012 et au-delà la ressuscitent. À partir de la photographie de la tête, ils ont émis l'hypothèse que des extraterrestres étaient entrés en contact avec d'anciennes civilisations. Toutefois, comme vous vous en doutez, cette affirmation sensationnelle n'a fait que susciter un scepticisme général et beaucoup la considérant comme un coup de publicité. Même l'authenticité d'un document prétendument écrit par l'archéologue guatémaltèque Héctor Mejía a été remise en question. Dans ce document, il écrit que le monument ne présente aucune caractéristique nahuatl, maya, olmèque ou de toute autre civilisation préhispanique. Selon lui, la tête a été créée par une civilisation extraordinaire. La photographie de la tête géante semble authentique, de même que le récit du docteur Padilla. À supposer qu'elle soit réelle, les mystères qui l'entourent demeurent. D'où vient-elle et qui l'a fabriquée et pourquoi? La Democracia, la région où la tête de pierre a été découverte, est connue pour ses têtes de pierre de style olmèque, également tournées vers le ciel. Et la civilisation olmèque a prospéré entre 1400 et 400 avant Jésus-Christ, et ce dans le golfe du Mexique. Cependant, la tête de pierre photographiée diffère énormément des têtes olmèques par son style et ses caractéristiques, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une éventuelle culture inconnue. Les questions concernant la tête persistent. S'agissait-il d'une simple tête ou y avait-il un corps sous la tête? Et surtout, était-elle liée à d'autres structures de la région? Malheureusement, la publicité faite autour du documentaire n'a fait qu'approfondir le mystère. Mais il faut espérer qu'un futur explorateur se lancera peut-être à la quête de la vérité. Piles antiques. Quand est-ce qu'au juste les piles ont été inventées? Certains diront qu'elles ont été inventées il y a environ 200 ans, en 1800, par le chimiste et physicien italien Alessandro Volta. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il existe aujourd'hui des preuves qui suggèrent que les piles étaient utilisées bien avant la naissance de Volta. En 1938, l'archéologue allemand Wilhelm König est tombé sur une étrange jarre en argile munie d'un bouchon en asphalte, et ce, juste à l'extérieur de Bagdad. Cet artefact ancien, dont l'âge est estimé à environ 2000 ans, a suscité une grande curiosité de la part des archéologues et des scientifiques. Mais qu'est-ce qui distingue cet objet des autres poteries? À l'intérieur de la jarre se trouvait une tige de fer nichée dans un cylindre de cuivre, ce qui a amené de nombreuses personnes à penser qu'il pouvait s'agir d'une ancienne batterie ou d'une pile. König a été le premier à proposer l'idée que la jarre servait de pile, un concept assez exagéré étant donné que la première vraie pile n'a été inventée que 18 siècles plus tard. Mais la conception de la jarre suggérait qu'elle pouvait fonctionner comme une batterie. Des décennies plus tard, l'ingénieur Willard Gray a mené une expérience avec une réplique de la batterie de Bagdad, qu'il a remplie de jus de raisin et a réussi à produire 1,5 à 2 volts d'électricité. Ce n'était pas une puissance révolutionnaire, mais c'était tout de même une charge. Des expériences ultérieures utilisant du citron comme électrolyte ont donné des résultats très similaires, avec 10 récipients produisant 4,5 volts lorsqu'ils étaient connectés ensemble. Cette théorie a même attiré l'attention de l'émission très populaire Mythbusters, dans un épisode controversé où l'équipe a démontré le potentiel de la batterie de Bagdad ou bien de la pile de Bagdad. Et bien que les preuves indiquent que les jarres pouvaient produire de l'électricité, il n'est pas certain que ce soit là leur fonction première. La datation des jarres est également sujette à controverse, certaines estimations les situant aux alentours de 225 de notre ère. Une explication suggère que les jarres auraient pu être utilisées dans le cadre d'un tour de temple. Une statue de Dieu connectée pouvait délivrer un choc mineur ou un éclair bleu dans le cadre d'une démonstration religieuse. Mais aucun artefact similaire n'a été trouvé dans la région, ce qui soulève de très nombreuses questions. L'explication la plus plausible est que les jarres étaient utilisées à des fins banales. Peut-être pour stocker des parchemins, mais ce n'est pas aussi intéressant, n'est-ce pas? Malheureusement, la jarre originale a été pillée lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, ce qui a empêché toute étude plus approfondie. Peut-être cette chose n'était-elle qu'une jarre ordinaire, mais comment expliquer alors la tige de fer à l'intérieur du cylindre de cuivre? Malheureusement, tant que la jarre n'aura pas été restituée, le mystère de la pile de Bagdad demeurera entier. La carte de Piri Reis. Vous en avez déjà entendu parler, et pour cause. C'est l'un des artefacts de ce genre les plus troublants et les plus célèbres.
Cette carte extraordinaire a été découverte dans le palais de Topkapi d'Istanbul en 1929. Et la plupart des gens pensent que cette carte a été méticuleusement élaborée par l'amiral turc et cartographe Piri Ibn Haji Mehmed, surnommé Piri Reis, et ce en 1513, et qu'il aurait utilisé un mélange de sources et de cartes plus anciennes pour la compléter. Et certains sont peut-être en train de se demander qu'a cette carte de spécial. Eh bien, c'est parce que la carte de Piri Reis semble représenter avec très grande précision l'Antarctique des siècles avant qu'il ne soit officiellement découvert. Et ce qui est encore plus intriguant est que ce morceau d'histoire montre le continent avant même qu'il ne soit recouvert de glace. Reis aurait réalisé cette carte 21 ans seulement après le célèbre voyage de Christophe Colomb. Et bien qu'il ne reste qu'un tiers de la carte, la partie conservée est étonnamment précise. Elle indique les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique du Nord, la côte brésilienne et de nombreuses îles de l'Atlantique comme les Canaries et les Açores. Même l'île mythique d'Antillia, dont on pensait autrefois qu'elle existait dans l'océan Atlantique, loin à l'ouest de l'Espagne et du Portugal, apparaît sur la carte. La carte donne un aperçu remarquable de l'étendue de l'exploration mondiale de l'ère post-Christophe Colomb. De nombreux spécialistes estiment que Reis a le mérite d'avoir dressé une carte d'une précision remarquable pour l'époque, en se basant sur au moins 20 sources différentes, contemporaines ou bien plus anciennes. Toutefois, certains ont émis l'hypothèse que Reis s'était contenté de reproduire des cartes existantes qui se trouvaient autrefois dans l'ancienne et légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Cependant, un examen plus approfondi révèle des inexactitudes flagrantes. L'Antarctique, supposé sur la carte, est situé à des centaines de kilomètres au nord de son emplacement réel, et le passage de Drake, une caractéristique déterminante du littoral antarctique, est étrangement absent. Et dans les notes marginales, Reis décrit la région comme ayant un climat chaud, ce qui contraste fortement avec les températures glaciales de la côte antarctique réelle. Mais cela n'a pas empêché les hypothèses de se multiplier, qu'elle était élaborée par Reis ou qu'elle ait simplement été tracée à partir de cartes plus anciennes. La carte de Piri Reis reste un artefact fascinant. Mais il n'a pas été le seul à dessiner l'Antarctique avant même que le continent ne soit découvert. Un certain Philippe Buache, géographe français d'exception, avait réussi le même exploit avec près de 2 siècles de retard sur Piri Reis en théorisant et en se basant sur les grands récifs montagneux, les grands fleuves, ainsi que des projections longitudinales. Et peut-être la meilleure phrase pour résumer le travail de Piri Reis est celle parue dans l'éloge à Philippe Buache dans les mémoires de l'Académie royale des sciences en 1773. L'art de combiner, poussé à un certain point, devient une espèce de divination. L'aluminium du futur. Un mystérieux métal a été découvert dans le sol de la Roumanie communiste en 1973. Il a été gardé secret pendant des années, mais depuis qu'il a été remis en lumière, il a suscité un vif intérêt parmi les amateurs d'OVNI et les chercheurs. Il ne s'agit pas d'un simple morceau de métal, mais d'un objet différent de tout ce que les archéologues ont pu voir jusqu'à présent. D'abord, il est léger comme une plume. D'autre part, il est criblé de bosses étranges et a une forme très particulière. Il ne s'agit certainement pas d'une sorte de décoration, et certains ont suggéré qu'il faisait autrefois partie d'une machine plus grande et bien plus complexe. L'objet mesure près de 20 cm de long, 12 cm et demi de large et un peu moins de 7 cm d'épaisseur. Et selon les autorités roumaines, cet objet date d'il y a 250 000 ans. Mais ce n'est pas vraiment le plus déconcertant dans l'histoire. Cet artefact est composé de 12 types de métaux différents, dont 90% d'aluminium. Mais qu'y a-t-il de si fou dans l'aluminium? Nos ancêtres ne manipulaient tout simplement pas de l'aluminium. Il s'agit d'un matériau moderne qui n'a été produit en masse qu'il y a environ 200 ans. Mais comment un métal à la composition aussi futuriste a-t-il pu se retrouver en Roumanie, enfoui dans les profondeurs de la Terre depuis un quart de million d'années? Vous vous en doutez, les théories sont aussi farfelues que variées. Certains pensent qu'il s'agit d'une preuve de la présence de visiteurs extraterrestres, d'un morceau de leur vaisseau spatial laissé derrière eux comme un indice intrigant de leur présence. Le passionné d'OVNI et directeur adjoint de l'association roumaine des ufologues, George Coal, a déclaré que les tests en laboratoire ont prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un métal ordinaire. Selon lui, il s'agit d'un ancien fragment d'OVNI,
un vestige d'une technologie qui nous dépasse. Il est arrivé à cette conclusion après que des analyses aient montré que le morceau de métal contient des substances qui ne peuvent être combinées avec des technologies dont nous disposons sur Terre. Mais tout le monde n'est pas vraiment convaincu. L'historien local, Mihai Wittenberger, a une autre théorie. Il pense que ce métal faisait partie d'un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale, un Messerschmitt ME-262 pour être exact. Cela expliquerait certainement pourquoi il a été trouvé à la fin des années 70. Mais cela n'explique pas vraiment tout, surtout la datation de l'artefact. La Roumanie affirme qu'il est vieux de 250 000 ans, et ces résultats ont même été confirmés par un laboratoire de Lausanne en Suisse. Quelle est alors l'origine de cet artefact? La question, comme toutes les autres, n'a pas vraiment trouvé de réponse. Et comme le souligne le magazine L'Inquisitor, après son exposition récente au musée d'histoire de Cluj-Napoca, les responsables du musée ont placé un panneau indiquant « Origine encore inconnue ». Pour l'instant, l'objet d'Ayoud est un autre exemple de mystère antique, toujours inexpliqué, et découvre la sinistre origine satanique de ces symboles religieux très célèbres en cliquant sur cette vidéo.